Euh, Avant de commencer avec la première diapositive, je veux juste situer un peu d'où ça sort. Euh, L'idée d'un café de la mort, ça vient d'un auteur, un sociologue suisse qui a travaillé sur toutes les questions depuis les années 80, mort rituelle, d'une manière sociologique, anthropologique aussi. Puis, il a fait ses premières expériences de café de la mort en 2004. Lui, il appelait ça un café mortel. Juste pour vous dire d'emblée que le nom Café de la mort, Café mortel ou Apéro de la mort, là, ça a suscité quand même un certain nombre de réactions. Puis, si ça intéresse les gens, il a sorti un livre qui s'appelle Sortir la mort du silence, édité en 2010. Donc, lui, c'est un des premiers. Et après ça, ben, il y a eu une association dans le monde qui s'appelle Def Café, dans 89 pays, beaucoup dans, je dirais, la culture anglo-saxonne. Là. Il y a différentes expériences. Il y a même un mouvement, là, Underwood, c'est-à-dire il y a il y a un homme, Tom Underwood, M. Underwood, qui a parti cette idée-là. Et cette association-là, ben, si on part un café de la mort, on peut adhérer à ce mouvement-là. Donc, comme c'est quelque chose qui se travaille. Au Québec, il y a quelques expériences aussi qui ont eu lieu. Moi-même, j'ai participé à une expérience à Montréal. C'est quand même assez intéressant. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Alors, c'est pas cette idée-là, ben, ça vient des membres dans un atelier de co-création à l'automne 23. On faisait des ateliers avec différentes personnes de différentes coopératives, puis on se posait la question comment aller à la rencontre des gens, comment comprendre leur réalité. Une des réalités, entre autres, c'était ce que les gens appellent là, les funéraires directs, les funérailles directs. Puis les gens des coops disaient il y en a de plus en plus, donc il faudrait aller à la rencontre des gens. Et là, il y a quelqu'un qui a sorti l'idée, bien, il y a des cafés de la mort qui existent. On pourrait peut-être, là, on s'en est parlé. Alors, moi, je suis parti à la recherche, d'où ma pseudo-spécialité sur ce sujet-là, pour voir ben, qu'est-ce que ça mange en hiver, pour reprendre une expression bien québécoise. Alors, ça peut prendre différentes formes, mais en général, c'est un lieu qui est ouvert, libre d'accès pour parler de la mort, du deuil, des rituels funéraires, d'accompagnement. C'est ouvert à toute personne de toutes conditions qui souhaite discuter, parler, échanger et qui éprouve une certaine curiosité pour la mort ou le deuil. Les deux ne sont pas nécessairement toujours séparés, hein, évidemment. Euh, alors, on dit que c'est un café parce que dès le départ, Bernard Cretaz, lui, disait qu'il y a un petit côté festif qu'il faut peut-être mélanger avec ça. Donc, on réunit des gens. Alors, lui, il dit des fois, les gens peuvent en parler en mangeant. Il y a déjà des cafés de la mort qui ont été organisés dans des lieux, des commerces, des bars ou des restaurants. Et la société d'aide café, elle, propose plutôt d'organiser, après la rencontre, café et gâteau. On appelle ça café, thé et gâteau. Donc, c'est l'idée donc de mélanger, je ne dis pas mais quelque chose qui peut être réconfortant, voire amusant aussi. C'est un peu ça pour aider aussi à la rencontre pour discuter. Alors, un des principes aussi, c'est qu'il y a une personne qui anime, et cette personne-là anime surtout pour, je dirais, faire circuler la parole. L'idée qui est importante, c'est que il n'y a pas de vision des choses que les membres d'un Café de la Mort doivent pousser et la personne qui s'occupe de l'animation ne doit pas non plus pousser certaines questions. Elle doit voir s'il y a des questions qui émergent, des sujets, des thèmes. C'est de l'animation très libre euh, euh, où la personne prend au vol quelque chose et relance une discussion lorsque la discussion, elle sent qu'elle a besoin d'être relancée. L'idée, ce n'est pas d'arriver à la fin avec on s'est mis d'accord sur une approche qui serait plus intéressante. Ce n'est pas ça du tout. Euh, euh, alors, il y a mon expérience le dit, puis s'il y a des gens qui ont déjà dans la salle, j'ai vu qu'il y avait un message. Euh, il y a vraiment différentes manières d'appréhender
la mort, le deuil, lorsqu'on est dans une rencontre. Il y a différentes formes de spiritualité aussi. Moi, je vous le dis d'emblée, quand je suis arrivé dans mon expérience, même j'ai dit je suis athée. Puis là, ben, je pense que j'étais le seul de ma tribu, entre guillemets, puis ça a emmené quand même certaines discussions. Euh, euh, Au début, je dois vous dire aussi que j'avais un intérêt comme sociologue pour cette drôle de rencontre-là. Et petit à petit, je me suis laissé. J'avais des choses à dire aussi sur la mort et le deuil, puis ma posture, ben, je l'ai oubliée, puis heureusement. Euh, alors, l'animation, la personne qui anime doit veiller à ce que personne ne veuille imposer sa vision des choses. L'autre chose aussi, et ça, c'est dans toutes les approches, ce n'est pas un groupe de thérapie. Il ne faut pas que ce soit une thérapie d'une certaine manière. Donc, s'il y a quelqu'un là-dedans qui exprime des besoins, euh, la moindre des choses, pour la personne qui anime, c'est d'aller voir la personne après et de l'orienter vers des services. Alors, le terme café de la mort, on peut le changer. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est exclusif. Là. Comme je vous ai dit, il y avait un café mortel, apéro de la mort. On peut l'appeler différemment, mais je dois avouer que il y a comme une espèce de marque déposée café de la mort, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait c'est quoi, lorsqu'on appelle un café de la mort, ben, on sait exactement là, de quoi il en est. Donc, l'idée, c'est une discussion libre, sans direction, orientation, libre de toute orientation. Et après ça peut être pendant, mais après, on ne laisse pas les gens repartir. Les gens peuvent se rassembler autour d'un goûter et discuter. La personne qui fait l'animation peut décider de débriefer, voir comment les gens ont trouvé ça, ou ça peut être tout simplement que les gens entre eux le font. C'est quand même, je dirais, assez ouvert de ce point de vue-là. Euh, alors, nous, naturellement, un café de la mort, est-ce qu'un café de la mort était possible il y a de ça 30 ans, 40 ans? Peut-être pas au Québec. Évidemment, là, ça arrive dans un contexte où il y a une diversité de croyances par rapport, une diversité de religions, mais une diversité de croyances par rapport, je dirais, à toute question relative à la mort et au deuil et à différentes manières aussi je dirais, d'innover pour des célébrations funéraires. Donc, ça rentre vraiment dans ce contexte-là. Là. On pourrait utiliser des gros mots intellectuels, mais disons qu'on va dire comme ça, il y a comme une diversité là, de croyances et d'approches. Et c'est pas juste les gens là, qui ont lu Max Weber qui peuvent dire ça, ça paraît aussi, les gens arrivent avec l'idée que les référents qu'on leur offre, que la religion, culturellement au Québec, ce que la religion catholique leur offre, bien, ils ne correspondent plus à ça. Donc, cette idée-là d'un café de la mort rencontre ça, cette diversité-là, puis cette possibilité-là d'échanger des expériences, je dirais, et de rencontrer une écoute aussi, parce que les gens nous écoutent et nous, ben, on les écoute aussi. C'est très important. Donc, c'est une recherche de sens dans deux directions, finalement, à travers un échange. Euh, alors, voilà, on peut passer à l'autre diapositive. Je pense que ça va résumer la première là, assez bien. Merci beaucoup. Alors, naturellement, on a pris cette expérience-là, on s'est dit comment ça pourrait devenir un outil pour les coopératives. Parce qu'au début, puis je veux juste vous rappeler aussi, l'objectif, là, quand on en a parlé dans un atelier de co-création, c'est une manière de se rapprocher des gens, premièrement, savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Et deuxièmement, les membres des coops ont dit, ben, on pourrait développer un partenariat avec d'autres groupes aussi dans notre région pour développer ces cafés de la mort-là, parce que très rapidement, les gens des coopératives disaient, on peut y participer, mais si les gens voient que c'est organisé par nous, les gens qui participent vont peut-être penser qu'à côté, il y a quand même un message, un service qu'on aimerait vendre. Et donc, il faudrait quand même se dissocier un peu de cette impression-là.
D'où l'idée de peut-être l'organiser avec d'autres partenaires. Ça reste une option, hein? Ce n'est pas quelque chose qui est une obligation. Euh, coopérative dans un coin du Québec, à Montréal, peut décider d'en organiser un, puis de s'en occuper tout seul. Nous, on a pensé que pour les coopératives qui étaient intéressées à le faire avec d'autres groupes, ça pourrait être intéressant. Naturellement, l'outil, en tant qu'outil, on doit formaliser un peu ces situations-là, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, l'objectif, parler de la mort et du deuil, comprendre les gens dans leur démarche en matière de rite funéraire, dans une optique de formation continue. En savoir plus sur différentes tendances, crémation directe, funérailles directes, mieux comprendre des nuances aussi dans les différents rites issus des communautés culturelles ou religieuses, s'ouvrir à la diversité des expériences, naturellement, s'ancrer dans des communautés, dans des communautés, dans des régions, dans des communautés culturelles, et peut-être aussi réussir à se rapprocher là, des jeunes en général qui pourraient d'aventure être intéressés à participer à un café de la mort. Alors, naturellement, il ne faut pas oublier aussi que là, c'est un truc aussi qu'il ne faut pas oublier. Les gens qui participent à ça, de ma lecture, de mon expérience, ont tous été touchés d'une manière ou d'une autre par la mort d'un proche et donc le phénomène du deuil. Donc, les jeunes potentiellement qui pourraient y être intéressés, c'est parce qu'ils sont passés par cette expérience-là. Cette expérience-là de la mort d'un proche, ben, les habite encore. Voilà. Merci. Euh, quand on a, dans un deuxième temps, rencontré les membres là, des différentes coopératives, il y a eu, comment dire, ça a généré des inquiétudes. Premièrement, le terme était, le terme était frappant, pour le dire ainsi. On a tout de suite posé des questions sur les coûts associés à l'organisation et à la réalisation, combien ça va coûter, comment ça va se faire, l'opérationnalisation et le rendement. On a posé la question, est-ce que c'est rentable? Vous voyez, alors que dès le départ, les premières fois que ça s'est parlé dans un atelier de co-création, il faut dire qu'au printemps, on a rencontré des gens, mais à l'automne, ce pas les mêmes personnes qu'on a rencontrées là, qui ont reçu cette idée-là. Alors, eux, ben, ils recevaient cet outil-là, c'était nouveau, et donc, ben, c'est leur réaction, là, c'était leur réaction. Est-ce qu'on a fait une étude, par exemple, on nous a posé la question, avez-vous fait une étude d'offre et de demande? Y a-t-il une demande? Alors là, on leur a dit, on n'a pas fait d'étude d'offre et de la demande. La demande provient des membres des coopératives lors des premiers ateliers de co-création. Puis, il y a des gens qui disaient, oui, mais on ne peut pas faire ça pour rien, il faut quand même sentir qu'il y a quelque chose. D'accord? Quelles sont les retombées pour les coops funéraires? Là, on a rappelé quelles étaient les demandes initiales, se rapprocher des gens, connaître des nouvelles tendances, provoquer et produire des partenariats dans les différentes régions. Alors, évidemment, il y a dans l'outil, dans ce qui existe comme expérience de Café de la Mort, il y a une expérience très standard de l'association Dev Café qui propose là, quelque chose de très clair là, avec des étapes. Puis nous, on leur a présenté ça comme outil. On a mis des étapes, mais on leur a dit c'est flexible. Dans un premier temps, on s'est dit, admettons, une coopérative participe à un Café de la Mort. Dans un premier temps, ça peut être très large. Dans un deuxième temps, ça peut être un café de la mort qui est orienté vers un sujet en particulier selon ce que les gens ont exprimé la première fois. Et là, ben, par exemple, la coopérative peut faire venir quelqu'un qui est un spécialiste d'une certaine question. Tout ça, c'est flexible, tout ça, c'est faisable. Mais ce qu'on a rappelé, puis ça, ben, ça vient des premières cellules de co-création, on a rappelé quand même que cet exercice-là ne doit pas être perçu comme une forme de produit à vendre en bout de ligne. Ça, c'est très important aussi. Donc, ça respecte aussi l'esprit et la lettre là, de ce qu'on appelle un café de la mort, là, quelque chose qui est ouvert.
Et pour les coopératives, ben, c'est quelque chose qui doit rester ouvert et qui doit être flexible. On va passer à l'autre diapositive. Bon, c'est ça, sont flexibles et adaptables aux réalités des différentes coopératives. Donc, nous, on a proposé une formalisation, mais ce n'est pas sclérosé. Les coopératives peuvent décider de le faire de leur manière aussi, selon leur réalité. Dans le document qu'on laisse, là, là aujourd'hui, c'est un PowerPoint, mais on a laissé un document qui donne des étapes autrement plus précis. Là, mais ça, c'est des outils que les gens peuvent se réapproprier. Ce n'est certainement pas une obligation. Alors, l'idée, c'est de respecter que c'est des discussions, des échanges où on donne et on reçoit finalement. On parle et on écoute. C'est ça qui est le plus important. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on a mis sur pied, c'est-à-dire qu'on a voulu, j'ai tenté, j'ai recherché finalement quelles seraient les étapes d'une manière, là, comment quelqu'un qui fait de l'organisation communautaire très terrain pourrait faire finalement pour organiser ça. Donc, s'il y a l'idée de travailler en partenariat, ben, c'est rechercher le bon partenaire, quelqu'un avec qui on peut travailler d'une manière très souple aussi. Après ça, ben, il y a comme on conçoit avec le partenaire le genre de café mortel, café de la mort qu'on veut et on l'organise. L'organisation, c'est quoi? S'entendre sur un déroulement, qui va animer, s'entendre aussi, par exemple, moi, je travaille dans une coopérative. Est-ce que je suis juste observateur ou je vais participer? Vous voyez, il y a tout ça. Ça n'exclut pas la participation des gens. En fait, on va s'apercevoir, quand on participe à ça, Café de la mort, c'est mon expérience, c'est très difficile de rester juste observateur. On vient chercher notre écoute aussi, mais on vient chercher notre parole, puis on veut nous entendre. Ça, c'est quand même assez fort comme expérience. Alors, la question, c'est, et donc, par rapport à ça, si la coopérative funéraire travaille avec un partenaire, eh bien, c'est l'idée de définir les rôles de chacun. Et après ça, bien, qui accueille, qui anime. Après ça, il faut trouver le lieu adéquat pour ça. Ça peut être dans des lieux très modestes, hein, dans des salles communautaires, dans un sous-sol d'église. Il n'y a pas de. L'idée de faire ça dans un lieu public de type bar et restaurant m'apparaît, bon, ça peut être faisable, mais c'est assez particulier parce que vous imaginez bien qu'il faut garantir une forme d'intimité, même s'il y a quand même 5 ou 10 personnes, il faut quand même que les gens sentent que les paroles échangées ne sont pas entendues ailleurs quand les gens qui sont présents. Après ça, rendre l'événement public, c'est le publiciser. Là, il y a différents modèles pour le publicité, pour publiciser cet événement-là. Naturellement, j'aurais tendance à vous dire, il y a les médias sociaux, il y a le monde numérique, mais je crois que dans certains cas, retourner aux bonnes vieilles manières d'informer les gens, des affiches, des annonces dans des lieux communautaires, se rendre visible, ça peut être assez intéressant. L'autre chose aussi, c'est que quand on rend public l'événement, ça peut intéresser des gens. Il faut s'organiser pour que si les gens ont des questions, on soit en mesure de leur répondre. Les gens peuvent appeler, ça m'intéresse, mais j'aimerais savoir c'est quoi au juste. Il faut être déjà capable de leur donner une réponse. Comment dire, une manière donc de rendre la bête moins méchante qu'elle peut paraître. Les gens peuvent être intéressés, mais ça peut faire peur aussi. Donc, dans rendre public l'événement, il y a comme l'idée dans un dispositif publicitaire, de donner une manière pour répondre aux questions des gens. Puis là, là-dessus, on n'a pas dit qu'il faut faire ça ou ça. C'est aux coopératives de décider de telle manière. Il y a plusieurs possibilités. On n'est pas en train de dire il faudrait faire ça de telle manière ou de telle autre manière. Vous savez comme moi que si on y va juste de la manière numérique, il y a des gens qui sont un peu exclus. Puis si on y va formule traditionnelle, affiche, annonce, on va placarder l'annonce dans un groupe communautaire ou un lieu communautaire, ce n'est pas tout le monde non plus qui ont cette sensibilité-là d'observer ça. Après ça, on
tient le Café de la mort. Alors, c'est l'accueil des participants, c'est faire la rencontre. Quand on fait la rencontre, on redéfinit toujours les objectifs, on redéfinit l'orientation. Euh, Après ça, l'étape suivante, chaque personne se présente naturellement. Il y a l'échange. C'est le moment fort de la rencontre. C'est le moment qui dure le plus longtemps. Après ça, il y a un retour. Il y a comme comment dire? Il y a un retour qui peut être un retour sur ce qui s'est dit, puis une évaluation collective aussi, naturellement, qui, et là, c'est le rôle de l'animatrice, l'animateur, la personne qui fait l'animation, je dirais, d'arriver à un certain résultat d'évaluation. Quand je dis arriver à un certain résultat, c'est de dire est-ce que les gens ont apprécié les points positifs, les points forts. Ce n'est pas quelque chose que les gens doivent répondre à un questionnaire de satisfaction. C'est une évaluation collective. Et souvenez-vous que l'idée, c'est de générer la parole, pas intimider personne aussi. Donc, faire que les gens se sentent à l'aise pour parler, et aussi pour dire, ben, moi, j'ai aimé ça, puis j'ai pas aimé ça. Ça aussi, là, c'est un objectif. Si à la fin de la rencontre, les gens sont gênés de dire parce qu'il y a des points qu'ils ont un peu agacés, ben, ça, c'est à parfaire. Ça, la manière de se l'apercevoir, c'est, admettons, on invite les gens après à partager boissons et gâteries. Et là, on fait le tour, puis il y a des gens qui nous donnent ces petites critiques-là. C'est intéressant à recevoir, mais ça aurait été intéressant que ça soit dit aussi par tout le monde. Alors là, il y a un équilibre aussi là, entre les capacités des gens d'exprimer leur idée, de ne pas être gênés, de ne pas se sentir intimidés. C'est pour ça que l'évaluation collective doit permettre ça et c'est pour ça qu'à la fin aussi, il ne faut pas gêner là, de faire un peu de débriefing hein, pour les groupes organisateurs. Là. Par exemple, la coopérative et le groupe avec lequel la coopérative travaille en partenariat. Après ça, ben, c'est l'évaluation, c'est-à-dire il y a une rencontre après coup des partenaires et chaque partenaire donne son évaluation, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Donc, ça prend une rencontre pour ça et cette rencontre-là d'évaluation doit, en tout cas, si ça a bien été, on pense que ça pourrait développer une stratégie ou dire, bien, cet outil-là, ça vaut la peine de le travailler, de le perfectionner pour en faire d'autres, finalement. Hein, l'idée d'une opération qui serait réussie, où tout le monde se respecte, c'est de dire, ah oui, il faut répéter l'expérience, faut essayer de trouver la bonne temporalité pour ça. On n'est pas obligé d'en faire une par mois ou une par 3 mois, ce n'est pas ça qui est question, mais sentir quel serait le bon moment. Et là, ben, on pourrait le faire de telle manière. Hein. C'est l'innovation, là, il n'y a aucun frein à l'innovation de ce côté-là. En autant que, je dirais, les grandes orientations sont respectées. Là. Liberté de parole, on n'impose pas quelque chose, etc. Il faut que la parole soit libre, il faut que les gens s'écoutent aussi, etc. Puis, ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas un lieu thérapeutique. En tout cas, ce n'est pas un lieu thérapeutique au sens direct. Parce qu'après ça, bon, le bien-être que les gens peuvent en tirer, hein, on n'a pas de contrôle là-dessus et c'est bien tant mieux aussi si les gens tirent un certain bien-être. Si les gens tirent un certain mal-être, là, ça, c'est à travailler aussi. Puis je pense que ça peut arriver aussi. Hein. Ça rouvre des questions auxquelles on n'a pas pensé. Donc là, il y a un travail aussi à la fin là, du premier café, là, lorsqu'on fait une espèce de débriefing sans avoir l'air de le faire finalement. Il faut être capable de capter ça aussi. Après ça, ben, c'est organiser un autre café selon les modalités que l'évaluation a bien voulu faire ressortir. Est-ce qu'on continue la même expérience? Est-ce qu'on la modifie? Est-ce qu'on fait quelque chose d'un peu plus spécialisé ou non? Ça dépend. Ça dépend des besoins exprimés. Puis, il faut se dire aussi, si on organise un autre café, par exemple, de la mort, où là, on pourrait être, parce qu'on, mettons, on dit, ben, cette question-là a ressorti, on pourrait arriver avec quelque chose, on peut l'essayer, on peut s'apercevoir que les gens sont intéressés, mais sont intéressés à parler en général, à large de leur expérience. Donc, si on dit le prochain café de la mort va être organisé de manière plus thématique,
on le dit, c'est très bien, mais il faut s'attendre aussi à ce qu'il y a d'autres thématiques qui puissent émerger. C'est ça l'idée, hein? Puis c'est l'idée de ne pas trop restreindre ça non plus, hein? C'est pas l'idée, par exemple, de dire ben là, on a invité un spécialiste, il faudrait le laisser parler. C'est bien possible que le spécialiste ne puisse pas dire tout ce qu'il avait envie de dire parce que les gens, soudainement, il y a quelque chose qui ressort. Ça aussi, il faut être attaché à ça, là, à cette ouverture-là. Est-ce que j'ai tout dit? Y a-t-il un autre diapositive ou j'ai déjà fini? Est-ce que je rentre dans les 20 minutes? Normalement, on me dit si je parlais plus que 20 minutes, on me coupait le micro. OK, il me reste encore du En temps. fait, je t'ai pas coupé le micro, mais tu as OK, pris le 30 minutes. Bravo, OK, mais Marc-André, attends, je veux juste quand même qu'on voit la dernière diapositive très rapidement. c'est bon. Bon, donc le déroulement, c'est ça, je l'ai dit un peu, là, accueillir, expliquer, échanger, conclure. Bon, ben, voilà, c'est fait. Puis je vais répondre aux questions. Je m'excuse là d'avoir pris 30 minutes. Et Il n'y a voilà. pas de problème. J'ai invité Maxine à présenter la cartographie des ressources et ça va clore justement les outils. On prendra 2 minutes pour les questions. Puis après ça, juste pour pas qu'on accuse trop de retard, je vais laisser la parole à Javorka tout de suite après. Mais Maxine, je t'invite à venir présenter l'outil que tu m'as grandement aidé à développer. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de faire partie de ce colloque. On va commencer directement. Bon, en fait, on a créé cet outil qui regroupe toutes les coopératives funéraires, toutes les lieux de culte, comme les cafés de jeunes aussi. Ça va être utilisé afin d'établir des partenariats pour mettre sur pied et animer ces cafés de mort. Puis, ça va nous servir aussi comme plateforme centralisée afin de faciliter le renforcement vers les ressources externes selon les besoins identifiés. Je tiens à souligner que toutes les données qu'on va trouver dans cette cartographie sont des données officielles, ils sont à jour, ils sont pris des sites gouvernementaux, que ce soit des sites de Québec ou des sites de coopératives. Tout est à jour, tout est confirmé et officiel. En fait, on peut trouver là-dessus tout ce qui est soutien au deuil, tous les organismes des immigrants issus de la diversité ethno-culturelle, à toutes les relations avec les lieux de culte, des consulats et même des maisons de jeunes. On puisse faire connaître la prochaine génération de membres, notamment par l'organisation de Café de Mort. On va juste présenter la cartographie rapidement. Juste cliquer sur le lien, puis ça nous mène vers la cartographie. Et ça peut prendre beaucoup de temps. OK, parfait. Vous trouvez là-dessus toutes les données qui sont bien classées, toutes les claques, soit pour les coopératives, soit pour les ressources de soutien au deuil. On a aussi réussi à le configurer sur Google Earth, mais malheureusement, le site est en maintenance là tout de suite. Mais sinon, je pourrais faire des screenshots après, puis je pourrais les envoyer. Aussi, j'ai fait un tutoriel comment on peut intégrer cette cartographie à notre site dédié. C'était un fichier PowerPoint que j'ai déjà envoyé. Donc, on peut juste le repartager, puis c'est vraiment facile. On peut l'intégrer à n'importe quel site qu'on veut faire. En gros, c'est ça. Merci beaucoup, Maxine. Maxine a passé son été à codifier toutes les ressources. On a recensé combien de maisons de jeunes? Plus de 500, tous les lieux de culte, etc. Donc, les consulats également. Donc, c'est vraiment là un outil pour vous aider dans le référencement, savoir qu'est-ce qu'il y a sur chaque territoire des coopératives. On nous a également demandé de faire un volet moins technologique, donc c'est-à-dire vraiment un fichier là, Excel qui, par région administrative, recense également toutes les ressources. Ça a été demandé justement pour des coopératives qui sont peut-être moins technologiques, mais juste pour aussi de chercher facilement et de pouvoir imprimer les ressources qui sont demandées pour les usagers. Donc, comme vous voyez, comme j'ai mentionné, là, les trois outils sont vraiment interreliés. Et je tiens à remercier là, un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé, collaboré de près ou de loin à ce projet.